toutes et à tous, autant aux personnes qui sont en personne ici, en présence. On ne sait jamais, on dit en personne, en présence, en vivante, là, en salle, ici au 24-19, au Docomène. Merci aux personnes qui sont en ligne. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. On est très contents. Vous êtes 32 en ligne. Merci d'être là. Avant de commencer la conférence, c'est surtout de présenter notre conférencière. Je voudrais dire un petit mot à propos de la chaire NEM, la chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique et sur ses activités. Peut-être qu'il faudrait que je commence par dire mon nom, Richard Ouellet. Je suis titulaire de la chaire NEM. À propos de la chaire NEM, je voulais dire que nous sommes ravis d'abord du fait que cette chaire roule sur les chapeaux de roue depuis sa création. Alors, les activités fonctionnent toutes bien, les projets de publication sont nombreux. On va d'ailleurs accoucher de plusieurs choses dans les mois qui viennent. Et annoncer peut-être aussi des activités qui approchent. D'abord, nous créons à la chaire ces semaines-ci une clinique en affaires économiques internationales, une clinique sur le règlement des litiges. Nous allons mettre en place cette clinique-là petit à petit et elle va s'amorcer pendant l'été. Et nous allons recevoir dans les semaines qui viennent vos candidatures si vous souhaitez être associé à la chaire. C'est une chaire qui vise à accueillir des étudiants de la faculté de droit, de l'École supérieure d'études internationales, des sciences d'administration, éventuellement les étudiants de premier cycle du biatri aussi. On verra quelle est la place. Il faudra vérifier les curriculums, comment on peut gérer ça. Mais cette chaire pourra aboutir à la validation de cours qu'on a déjà commencé à cibler. C'est une chaire pour laquelle je remercie Patrick McSweeney du ministère de l'Économie qui nous appuie dans ce projet-là. Et nous allons petit à petit donc développer cette chaire. Donc, tenez-vous au courant, restez à l'affût sur le site de la chaire. Un projet donc qui est appuyé par le ministère, développé bien sûr, puis je tiens à rendre hommage à l'équipe, par la coordonnatrice de la chaire, Dr. Banan Lee. Je remercie Antoine Caumont et Lise Bernard aussi qui ont beaucoup participé à la création de cette chaire-là. Je vais aussi dire un mot à propos du colloque étudiant que nous allons tenir le 30 mai prochain. Il y aura une petite cérémonie à partir du 29 en soirée. Je pense qu'il faut ouvrir la porte. Ah non, il y a quelqu'un qui va pouvoir ouvrir la porte. Colloque étudiant, donc, pour lequel je vous invite aussi à consulter notre site. Quelques communications étudiantes de fort calibre qui ont été sélectionnées par jury et qui seront resélectionnées après présentation orale. Donc, c'est un concours, finalement. Donc, ça aura lieu le 30 mai, ici à Québec. Je vous invite à vous tenir au courant au niveau de cette activité-là. Mais pour clore, à propos de la chaire, je voulais surtout vous dire qu'en plus de rouler sur les chapeaux de roue, moi, ce qui me rend particulièrement fier de la chaire, c'est l'esprit d'équipe et la participation qu'on génère. Je veux rendre hommage aux membres de la chaire. J'en vois plusieurs ici, des étudiants qui sont là, qui assistent très régulièrement à tout, participent à tout. Je veux rendre hommage à la coordonnatrice qui est vraiment celle qui tient la chaire debout parce que le titulaire, parfois, est un peu pris dans d'autres activités. Toute la coordination est extrêmement importante et je tiens à remercier Vanan pour son travail exceptionnel. Pour ce qui est de l'activité d'aujourd'hui, nous accueillons la professeure Laurence Martin de l'Université de Sherbrooke. Je vais vous dire une petite, lire sa note bio, mais en oubliant des tas de choses parce que Laurence, malgré son jeune âge, a déjà une carrière extrêmement riche en règlement des différends, une carrière riche au plan universitaire. Elle est une des rares au Québec à avoir, je trouve, si heureusement amalgamé un profil académique et un profil de praticienne. Et c'est l'Université de Sherbrooke qui a aujourd'hui le grand bénéfice et l'honneur de profiter de cette expertise-là. Mais Laurence elle est déjà chercheure associée à la chaire NEM. Donc, nous allons travailler beaucoup en collaboration avec elle, ne serait-ce que pour la clinique dont on parle, on va tisser des tas de liens avec Laurence. Donc, Laurence a été d'abord récipiendaire de la bourse Marie-Sklodowska-Curie, horizon 2020 de l'Union européenne, dans le cadre du programme Gemstone. C'est dans ce contexte-là qu'elle a fait son doctorat à l'Université Laval.
sous la direction de votre humble serviteur et la direction d'un professeur à l'Université Louis Rome. Elle est aujourd'hui, bien sûr, comme vous le savez, professeure à l'Université de Sherbrooke. Laurence est avocate au barreau du Québec depuis 2005. Ah, un mot d'abord sur le titre de sa thèse. J'aurais dû commencer par ça parce que ce n'est pas sans lien avec sa présentation d'aujourd'hui. Donc, sa thèse s'intitulait The Role of the European Union in the Systemic Reform of Investor-State Dispute Settlement in International and Regional Trade Agreements, hyphen, the impact of the ISDS reform on the independence and impartiality of arbitrators. C'était pas le chapitre 1, c'était le titre de la thèse. Donc, c'est pas toute ma thèse aujourd'hui. C'est ça. Je passe toute une série d'éléments importants de cette carrière, mais qui seraient peut-être un peu longs à résumer. Mais Laurence a bénéficié de formations dans plusieurs universités au Canada et en Europe. Elle est férue d'arbitrage. Elle a beaucoup travaillé avec Yves Fortier, que vous connaissez sans doute, qui est un des arbitres commerciaux les plus connus au monde. Elle a été dans son équipe rapprochée pendant de nombreuses années. Et elle est encore un peu. Oui, je continue à faire des petites choses. Voilà. Et donc, Laurence est associée à la chaire Jean Monnet ici à l'Université Laval. Elle l'est maintenant avec la chaire MEN. Je vous le disais, membre du barreau du Québec, membre du barreau de Paris. Oui. Membre du barreau de Paris. Vous avez des dossiers, on peut retourner à Paris. Elle agit comme rédactrice en chef par intérim de la Revue québécoise du droit international. C'est toujours vrai? C'était dans le passé. C'était dans le passé. Mais je peux vous dire que je vais relancer une revue d'arbitrage et de médiation à l'Université de Sherbrooke. Si vous voulez faire des communications, je vous en parlerai plus tard. Il va y avoir un relancement pour les textes. Vous aurez de toute façon l'occasion de revoir Laurence dans le cadre des travaux de la chaire MEN parce que nous allons nous associer de près. Donc, sans plus attendre, j'ai envie de lui laisser la parole en vous disant que nous attendons vos questions à la fin de sa présentation. Laurence a préparé une présentation qui durera quoi? 45 minutes, comme ça? Au maximum. Je vais essayer d'être douce parce qu'on est vendredi midi. Je ne voudrais pas vous perdre tout de suite. Déjà, il fait beau dehors. Je vous remercie d'être là. Et j'aimerais bien avoir une période de questions plus dynamique à la fin, si on peut laisser un petit peu plus de temps. Je sais tous sous la gouverne de Richard ou presque. Alors, je m'attends à une belle discussion. Magnifique. C'est beau? Donc, Laurence, c'est quand tu veux. Merci beaucoup Richard, merci beaucoup Anne, merci à la chaire MEN de m'inviter aujourd'hui. Vous avez compris que j'ai fait mon doctorat sous la supervision de Richard et comme je m'évertue à l'expliquer, c'est vraiment grâce à Richard que non seulement j'ai eu l'extraordinaire bourse de l'Union européenne qui m'a permis de faire ça à travers l'Italie, à travers la Belgique, à travers Laval bien sûr, mais vous êtes tous très chanceux de travailler avec Richard. Dans diverses capacités. Et je pense qu'on travaillera longtemps ensemble si c'est possible. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui une petite version, la version éclair de ma thèse. Parce que comme je viens tout juste de terminer, j'ai encore beaucoup de plaisir à en parler. Et j'ai envie de pousser un petit peu l'édition. Pour ceux d'entre vous qui suivent le sujet, là, je vois plusieurs collègues dans la salle qui connaissent très bien le règlement des différents investisseurs États. Vous savez qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un coup de tonnerre ou alors des États qui flattent les portes d'un traité ou une nouvelle décision. Alors, ça rend le domaine très excitant pour une universitaire, mais aussi une praticienne comme je suis. Et avant de commencer formellement, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que mes travaux académiques sont fortement inspirés par ma pratique. On en discutait un petit peu avec Charles-Emmanuel avant la conférence. J'ai eu la grande chance, dans ma pratique comme avocate, de travailler tant du côté de l'arbitrage commercial international en cabinet et à la Chambre de commerce international à Paris, donc me connaissant ce côté-là. Et par le plus grand des hasards, quand je suis rentrée au Canada, je travaillais à Ottawa dans le bureau qui s'occupait, donc la direction 3 commerciale internationale, je connais juste l'acronyme en anglais, je m'excuse, qui s'occupait des affaires sous le chapitre 11 de l'ALENA et des négociations de traités. Donc, j'ai vraiment eu le plaisir dans mes travaux de thèse, dans mes travaux de recherche, puis dans ce que je vais continuer maintenant comme professeur, d'allier pratique et académique pour, je l'espère, faire avancer la recherche. Mon propos aujourd'hui est de voir si
toutes ces réformes dont on discute dans le règlement des différents investisseurs États vont mener à quelque chose d'utile, tout particulièrement pour l'indépendance et l'impartialité des affaires. Je vois beaucoup de têtes hochées. Je vais quand même vous faire une petite introduction, un petit primer, et j'espère que vous me pardonnerez tout lapsus anglophone que je peux faire pendant ma conférence. Je parle beaucoup en anglais. Je connais mes termes en anglais, alors il m'arrive parfois de glisser, mais je suis une bonne francophone. Veux-tu que je le fasse? Pourquoi déjà? Probablement la console. Bon, Vous pointez vers la console. La console. Derrière. Oui, c'est là. Exact. Est-ce que vous voyez si je suis devant? Ça ne vous cache pas de cet immense écran. Il y a assez de place. Je vais y aller, c'est pas très grave, le PowerPoint peut arriver quand il arrive. Donc, les prémices de l'histoire sont ainsi. Ça fait depuis plus de 20 ans au moins que l'on dénonce crise de légitimité qui règne dans le règlement des différents investisseurs États. C'est le très connu juge Brower qui a commencé à écrire des articles là-dessus qui sont toujours fort imagés si vous avez eu la chance de lire ses écrits. Et après, ça a été repris dans un article extrêmement connu de Susan Graham en 2005 qui explique tout ce qu'est la crise de légitimité du règlement des différents investisseurs d'État et en quoi ça pose problème. Donc, évidemment, les détracteurs de ce système, là, qui sont d'un arbitrage privé, oh mon Dieu, que c'est grand, qui sont le système d'un arbitrage privé, le dénoncent en disant que c'est un système qui est opaque, il n'y a pas de transparence. On nomme des arbitres pour juger, pour entendre des affaires, des juges privés, mais on en sait très peu sur le processus. Il y a peu de garanties procédurales conformes à ce qu'on retrouve habituellement devant les tribunaux internationaux. Et ça pose tout un tas de problèmes. Alors, les critiques, vous les connaissez certainement, mais en gros, c'est de dire c'est injuste, c'est opaque, c'est inéquitable, c'est privé. Si on paye, on a accès à ça et ça donne des résultats dont on n'est pas certain. Ceux qui le dénoncent habituellement disent que c'est des résultats qui sont favorables aux investisseurs, mais par contre, quand on regarde la recherche qui a été faite depuis, on peut quand même voir que bien souvent, ce n'est pas le cas, que les États s'en tirent très bien dans ces décisions-là et que c'est beaucoup plus équilibré qu'on peut se l'imaginer ou qu'on peut le dire facilement. J'essaie ici de ne pas être influencée par ma pratique précédente d'avocate, ni dans ma pratique où j'ai accompagné longtemps Yves Fortier en agissant comme secrétaire du tribunal d'arbitrage. J'ai vu un petit peu toutes les perspectives. Donc, ça me permet de vous amener mon œil critique d'universitaire là-dessus. Donc, il y a la crise de légitimité, on se demande quoi faire. Et finalement, ça va brasser un petit peu en Europe parce qu'à partir de vers 2014, les États-Unis et l'Union européenne négocient le plus grand accord commercial au monde qui n'aura jamais lieu. Les négociations sont suspendues pour une foule de raisons, mais entre autres, une des choses qui accroche, c'est le problème des tribunaux arbitraux du règlement des différents investisseurs d'État, qui n'est pas du tout apprécié. Mais il y a une halte des négociations et on ne sait pas tout à fait comment ça se passe. En même moment, il y a quelques affaires d'arbitrage qui commencent à prendre de l'ampleur en Europe. Et là, je vous parle des affaires Vattenfall principalement. Il y a la saga Philip Morris aussi, que vous connaissez peut-être, mais Vattenfall en Allemagne, l'Allemagne après le... Est-ce que vous êtes un peu trop jeune pour vous souvenir? Il y a eu un tremblement de terre à Fukushima et il y a eu des grands problèmes avec les centrales nucléaires. Donc, l'Allemagne, dans la foulée de ce tremblement de terre-là, décide qu'il va fermer toutes ses centrales, que le pays va fermer toutes ses centrales nucléaires. Et ça cause beaucoup de problèmes pour les contrats, entre autres de Vattenfall qui ont les centrales nucléaires et qui se poursuivent en se disant victimes d'une expropriation illégale en arbitrage sous le traité qui est le traité de la Charte de l'énergie. Par contre, évidemment, comme c'est un arbitrage, c'est majoritairement confidentiel et on en sait très peu. Et là, la grogne s'installe. Donc, à partir de il va y avoir comme une convergence des difficultés dans l'Union européenne. Les gens vont protester le système et on va voir, je ne sais pas si je suis capable moi-même de faire ça. On va voir les gens aller manifester dans les rues pendant qu'il y a les négociations pour la ECG contre le règlement des différents. Comment est-ce que je peux faire?
OK, parce que je ne suis pas douée, je m'excuse. Je vais essayer la prochaine, ça devrait mieux aller. Donc, les discussions pour l'accord Canada-Union européenne sont en bonne voie. Il y a un mécanisme d'arbitrage qui est prévu. Puis là, à ce moment-là, ça, je ne le dis pas souvent, mais à ce moment-là, j'étais sur l'équipe du Canada qui faisait ce qu'on appelle, en français très mauvais, le brossage juridique. Donc, on nettoyait l'accord qui était fait et le mécanisme des règlements des différends y était encore. Jusqu'à temps que l'Union européenne décide justement de changer sa politique de commerce et d'investissement et d'introduire le tribunal permanent des investissements et dit sur toutes les tribunes que le règlement des différents investisseurs États est mort. C'était ce qui était écrit dans les communiqués de presse, donc tout à fait dramatique. Pour introduire, par contre, cette réforme qui disent extraordinaire, qui propose finalement un tribunal permanent, offrant là, les garanties procédurales qui vont permettre, selon l'Union européenne, de répondre à la crise de légitimité. Donc, c'est vu avec surprise un peu. Bon, le Canada l'accepte dans la SCG. Je ne sais pas à quel point le Canada a de marge de mesure pour l'accepter, franchement, à ce niveau-là des négociations. Il y a quelques protestations de gens proches qui disent, voilà, à cette époque-là, à ce moment des négociations, quand on est rendu au scrub ou quand on est rendu au brossage juridique de l'accord, il n'y a plus de négociation à un moment donné. Mais là, c'était exceptionnel. Il y a une réforme de l'Union européenne et ça arrive sur la scène et ça arrive dans la politique de l'Union européenne par le biais de la SCG. Et là, tout le monde commence à se demander quel est ce nouveau tribunal. Est-ce que c'est vraiment un tribunal différent? Est-ce que ça va être de l'arbitrage sous une autre forme? Quelles vont être les garanties? Alors, l'Union européenne met un code de conduite pour les membres de son tribunal, très strict. Et puis là, je vous ramène à mon propos qui est de réfléchir aux garanties qui sont données à l'indépendance et l'impartialité dans une réforme de l'Union européenne. Et le code de conduite fait plusieurs choses. Prévoit, entre autres, l'interdiction du port de la double casquette. Le port de la double casquette, c'est la marque de commerce de pas mal tous les arbitres, commerce ou investissement, parce que quand on est arbitre international, si on n'est pas Yves Fortier ou Charles Brower ou certains d'un petit groupe restreint, habituellement on fait un ou quelques arbitrages en tant qu'arbitre, puis on pratique comme avocat. Et on porte donc la double casquette. Dans certaines affaires, on est avec nos collègues devant le tribunal arbitral, mais on peut se retrouver le lendemain dans une autre affaire sur le banc, comme arbitre, assis à côté de nos collègues. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes évidents en termes de garanties d'indépendance et d'impartialité. Donc, cet aspect particulièrement était très, très dénoncé. L'Union européenne dit que dans le nouveau système introduit, avec le code de conduite et cette interdiction-là, ça va répondre à toutes les inquiétudes. Nous, on va régler tous les problèmes. Et la dernière chose d'élément de contexte, c'est que, fier en plus d'avoir changé sa politique d'investissement, d'avoir mis ce nouveau tribunal en place, l'Union européenne, en 2017, donc l'année suivante, obtient le mandat de la Commission d'aller offrir une cour multilatérale des investissements, donc le tribunal permanent des investissements qui est là avec la ECG. Elle va l'offrir au monde dans les négociations qui s'ouvrent à la CNUCSI, au groupe de travail 3, sur la réforme du règlement des différents investisseurs. Et là, moi, je vais vous exposer tous les problèmes qu'il y a avec cette réforme. Ça, on peut peut-être... c'est une citation que j'aime beaucoup, que j'avais commencé. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais dans toutes les discussions qu'il y a eu pour l'arbitrage chez l'Économiste, qui en 2014 a un papier absolument, un éditorial cinglant contre l'arbitrage. Et qui est une attaque en règle, donc un peu au moment où il vous disait que ça commence à brasser en Europe, on voit les gens dans les rues. Cet article paraît et est cité constamment par les opposants à l'arbitrage et dit si vous voulez convaincre le public que les accords commerciaux internationaux sont un moyen de permettre aux multinationales, aux investisseurs étrangers, qui nous occupent de s'enrichir aux dépens des gens ordinaires, voici ce que vous devez faire. Ça fait très dramatique, j'aime beaucoup. Donner aux entreprises étrangères un droit spécial de s'adresser à un tribunal secret composé d'avocats d'affaires. Forcément, ce n'est pas une connotation positive. Grassement payé. Ça, c'est la traduction d'Internet, qui n'est pas la version anglaise, pour obtenir une compensation chaque fois qu'un gouvernement adopte une loi pour décourager toutes des mesures de santé publique, de moralité publique, d'environnement, etc.
Donc, c'était un peu pour mettre la table en disant, il y a quand même la contestation gronde et continue. Et bon, pour vous remettre dans le contexte, il y a quand même, merci beaucoup, Richard, je suis désolée, ben non, quand même. On est au même moment dans une dynamique où le nombre d'affaires investisseurs d'État ne cesse d'augmenter. Donc, ça devient extrêmement populaire et, pour simplifier, plus c'est connu, plus c'est contesté. Donc, les problèmes apparaissent alors que le système était prévu dans les conventions depuis longtemps. Là, à partir des années 90, mais c'est véritablement dans les années 2000, il y a une explosion d'affaires et soudainement, on se met à décrire tous les problèmes. Il y a les problèmes avec les arbitres, mais il y a les problèmes de transparence, il y a les problèmes de décision incohérentes ou inconsistantes qui vont s'opposer dans la saga de Philippe Morris aussi, mais dans bien d'autres cas, on retrouve dans les écrits souvent cette discussion. Et ce à quoi je me suis intéressée, je continue de m'intéresser dans mes recherches doctorales, dans mes recherches comme professeur, c'est l'impact sur l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Ceci dit, je n'avais pas dit à Yves-Fortier que mes recherches portaient là-dessus, puis à un moment donné, je lui ai expliqué. J'ai dit non, mais il n'y a rien il y a rien qui vient, alors il se sentait un peu inquiet. Mais je pense que lui, il n'y a aucun problème d'indépendance et d'impartialité, mais comme je travaillais avec lui, ça a mis un petit bout de temps avant qu'il se rende compte que je faisais tous mes travaux doctoraux là-dessus. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont mes collègues académiques et les étudiants qui sont à la maîtrise au doctorat, je vous ai quand même inscrit la méthodologie, la théorie et le concept que je suis. Donc, vous savez, je termine mon doctorat, donc c'est quand même très cher. Je vais juste vous dire 2 mots là-dessus. 2 choses qui sont intéressantes, c'est qu'on oppose des ordres juridiques. Donc, tout l'ordre juridique contenu et autonome de l'Union européenne, qui est un oiseau particulier en soi, et que j'oppose dans mes propos, dans mes recherches, à l'ordre juridique arbitraire. Donc, l'ordre juridique, ça, c'est Emmanuel Gaillard, qui est extrêmement connu, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans déjà, en plaidant. C'est que il est sorti de, you know this. Il est sorti de la salle, il plaidait, c'était le plus grand plaideur, le plus grand académicien. Il était très jeune. Il était en train de plaider un dossier arbitral. Excusez-moi, c'est un aparté qui n'est pas du tout aidant pour ma présentation, mais Emmanuel Gaillard a cristallisé tout le concept de l'ordre juridique arbitral et de la philosophie de l'arbitrage international. Et lui le considérait beaucoup comme un ordre à part qui était construit, qui avait des règles particulières, souvent internationales, ça, je ne vous apprendrai rien. Il y a toutes sortes de théories où on essaie de savoir si c'est trop fragmenté en suivant les propos de Cosmini ou si il y a des écrits plus avancés. Les professeurs, particulièrement mon professeur Alpidas, que j'aimais beaucoup, nous parle de fragmentation raffinée. Refined fragmentation. Et elle, son propos, c'est de dire qu'on a besoin d'avoir différents instruments, différents niveaux. C'est tout à fait correct qu'on n'ait pas un système, comme dans le système national ou domestique, qui fonctionne, qui soit uni. Quand on parle de droit international, et elle applique ses propos souvent même vers l'arbitrage, ça peut être plus raffiné que ça et on peut se permettre d'avoir une diversité d'instruments comme une constellation d'instruments auxquels on peut faire référence. Je me sers de cette approche comparative-là pour voir ce que l'Union européenne amène dans sa réforme d'utile ou pas pour l'arbitrage international. Parce que le propos est toujours le même, c'est de dire, avec cette réforme qu'elle a introduite du nouveau tribunal, est-ce que l'Union européenne va réussir à elle seule à régler toute la crise de légitimité du règlement des différents investisseurs d'État? Donc, dans un ordre plus général d'idées qui touche plus les relations internationales, peut-être, c'est extrêmement intéressant de voir le leadership que prend l'Union européenne à ce moment-là pour proposer cette réforme. Un peu inquiétant si on est de l'autre sens parce qu'on voit, et je vais vous en parler dans un moment, que peut-être sa politique n'était pas suffisamment affinée ou préparée selon les diverses institutions. Et encore aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une nouvelle de l'Union européenne, de quelque chose qui a changé. Et c'est comme si c'était, je réfléchissais avant de venir vous voir aujourd'hui, je me disais, on dirait que c'est un château de cartes qui
qui essaie d'être bâti ou c'est une construction qui n'est pas tout à fait stable vers laquelle on essaie d'arriver et qui risque à tout moment de s'écrouler. Et je ne sais toujours pas aujourd'hui si ça va tenir ou pas, et on ne le sait pas avant la fin des travaux de réforme. Je vous ramène à la comparaison. Est-ce que le système actuel pour les arbitres dans le règlement des différents investisseurs et d'actes a vraiment besoin de réforme? Donc, en 2017, est créé à la PNUDC un projet, donc on lui donne le mandat de faire la réforme du système de règlement des différents investisseurs et d'actes. Je suis tellement habituée à dire ASDS, c'est bizarre. Et la première réponse, puis regarde ça pendant quelques sessions, 1 an maximum, il dit oui, évidemment, il y a un urgent besoin de réforme. Ça, honnêtement, c'était une surprise pour personne. On s'y attendait. Le système tel qu'il existe pour les arbitres fonctionne tout de même relativement bien. Il y a des instruments, principalement les lignes directrices sur les conflits d'intérêts de l'Association du barreau international, l'IBA, qui sont utilisées quand des arbitres vont sur des tribunaux pour déterminer s'ils ont des conflits d'intérêts existants ou potentiels. Là, il y a toute une série de critères et de situations. C'est les feux de circulation, la liste rouge, la liste orange, la liste verte. Et soit les collègues peuvent décider sur une demande de récusation, donc quand on considère qu'un arbitre a peut-être un conflit d'intérêt, soit les collègues décident dans le système susdit, soit dans le système plutôt où une institution d'arbitrage gère la procédure, ce sera l'institution bien souvent, où on peut toujours faire nommer quelqu'un pour décider aussi. La question qui est plus difficile, c'est celle de savoir le taux de succès de ces demandes de récusation et l'objet de ces demandes de récusation. Et là, il y a 2 théories. L'objet de ces demandes de récusation peut être véridique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a vraiment un problème, que les arbitres ne révèlent pas tout ce qu'ils devraient révéler selon les lignes directrices de l'AIA et qu'ils ont des conflits. Ça peut être un conflit financier, ça peut être des gens qui connaissent, ça peut être une affaire précédente sur laquelle ils ont été comme avocats ou comme arbitres, des connaissances qui causeraient une apparence de biais, un manque d'indépendance ou d'impartialité dans les yeux des parties. J'ai regardé les statistiques pour vous et moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de savoir, entre autres parce que j'ai longtemps été à la CCI et donc on recevait les demandes de récusation sur lesquelles décidait la cour de la CCI pour savoir si vraiment il y avait des problèmes. Je vous donne le punch tout de suite. Là, dans le domaine investisseur-État, on considère que bien souvent, c'est une question de stratégie des avocats de déposer des demandes de récusation contre des arbitres. Et quand on regarde les chiffres, on voit que le taux de succès est extrêmement faible par rapport au nombre de demandes. Et une demande en récusation contre un arbitre va retarder la procédure, ne pas être particulièrement agréable pour le tribunal arbitral. L'arbitre visé, généralement, n'est pas particulièrement heureux de ça, que la demande soit rejetée ou non. Et puis, en fin de compte, ce qui arrive, donc on le voit ici, donc seul 5,13% en moyenne, quand on regarde en 2014 et 2019, des demandes aboutissent. C'est peu par rapport au nombre de demandes. C'est souvent reconnu qu'il s'agit de tactiques, de stratégies de la part des avocats. On parle de guerrilla tactics parfois. Je ne sais pas comment on traduit ça. Ça se traduit mal. Oui. Vous comprenez mon propos, c'est d'essayer des stratégies pour rendre l'affaire un petit peu plus difficile. Évidemment, les arbitres qui se sont retrouvés visés par ces demandes répétées dans un certain nombre d'affaires et les demandes ont été toutes rejetées, ne trouvent pas le processus particulièrement drôle. Par contre, c'est un mécanisme très important pour qu'il y ait des garanties procédurales, pour donner aux parties le droit d'avoir un autre arbitre ou d'avoir un tribunal qui n'est pas entaché par des problèmes d'indépendance et d'impartialité parce que la crainte, toujours, est qu'une fois la sentence rendue, ça puisse être soulevé comme un motif d'annulation de la sentence. Et comme devant les tribunaux nationaux, il n'y a aucun arbitre qui veut que sa sentence soit annulée. Et ce sera forcément quelque chose auquel les parties vont se prêter habituellement parce qu'il n'y a pas d'appel en arbitrage, ça je sais que je ne vous l'apprends pas, et qu'après tout va se jouer sur la question de savoir si on peut annuler
faire annuler ou pas la sentence. Il y a quelques autres statistiques qui reprennent mon propos, c'est qu'on voit qu'en arbitrage commercial international, il y a peut-être un petit peu moins de demandes de récusation, alors que le nombre d'affaires augmente, le nombre de demandes de récusation baisse et on pas particulièrement plus de succès. Donc, quel est le problème vraiment avec le système? Est-ce que le système n'est pas suffisant, ne fonctionne pas? Est-ce qu'il faut avoir un nouveau tribunal permanent avec un code de conduite qui permet de... Je vais faire ce que je fais slide, merci. Qui permet... c'est celui-là. Ah oui, ça, vous verrez mon tableau. Je peux vous donner ma présentation après si vous voulez déchiffrer ce grand tableau de chiffres fort intéressants par ailleurs. Je voulais surtout vous montrer ça. C'est le taux de succès familier, c'est-à-dire très, très peu de garantie de succès, même quand on dépose ses demandes. Et la question dont je vous parlais, c'était de savoir, mais où se situe vraiment le problème avec l'indépendance et la passivité? Est-ce que c'est parce que le mécanisme qui est en place avec les institutions ou les collègues, est-ce qu'on considère que franchement, dans le système du CIRDI, quand un arbitre est visé par une demande de récusation et que ce sont ses collègues qui sont sur le banc avec lui qui doivent décider, c'est un processus qui offre une garantie, c'est souvent contesté parce que c'est assez particulier, même si les arbitres, évidemment, se disent être parfaitement détachés et en mesure de le faire. Il faut quand même tout un exercice où on ne veut pas favoriser le collègue qui est sur le banc avec nous, on ne veut pas le retenir contre lui. Donc, ça demande un exercice particulier de la part des arbitres. Alors, si peut-être ce problème était réglé avec le tribunal permanent des investissements et surtout avec la Cour multilatérale des investissements, c'est ce qu'on va voir. Je ne pense pas que j'ai des bonnes nouvelles à vous donner. Je ne suis pas particulièrement optimiste parce que d'habitude, je le dis en entrée de jeu. Je ne sais pas si tous ces efforts de réforme vont vraiment donner autant que l'on espère. Avant de vous expliquer un petit peu plus la réforme, malheureusement, encore une fois, c'est pas en anglais parce que je sais qu'on est à Laval, c'est important de remettre tout en français. J'enseigne aussi moi en français, mais c'est la citation qu'on retrouve le plus souvent quand on parle de l'apparence des billets, de la perception, et qui nous dit que c'est pas juste important de voir que la justice est rendue, c'est important de savoir qu'elle soit manifestement et indubitablement perçue comme étant rendue. J'ai complètement perdu le temps. Je te laisse aller. Oh, c'est très dangereux. De liberté. Non, je ne vais pas vous faire subir. Je vais vous rappeler brièvement le cadre juridique de l'Union européenne. Donc, on en discutait tout à l'heure. Il commence au moment où il y a la réforme et ce nouveau tribunal permanent des investissements est mis en œuvre par l'Union européenne. Il y a tout un contexte européen. Là, je vois déjà certains hocher de la tête et vous êtes très formés habituellement, bien plus que nous le sommes au Canada là-dessus. Mais donc, en 2009, dans le traité de Lisbonne, la compétence soudainement revient à l'Union européenne pour les investissements directs étrangers. Et là, on se retrouve direct étranger, pardon. On se retrouve avec toutes sortes de questions qui vont passer devant les tribunaux. En 2017, une première opinion va nous dire qu'en fait, c'est pas si clair que ça. La compétence est quand même partagée. Donc là, l'Union européenne va devoir partager sa politique de commerce et d'investissement dans la façon dont elle met avec les accords pour l'approbation de l'Union européenne. Et je vous en fais grâce aujourd'hui parce que ce n'est pas mon propos, mais c'est une question fascinante, pas totalement réglée à mon avis. Et après, on va avoir une série, vous pouvez rigoler ou pleurer, un ou l'autre. On va avoir une série de décisions des tribunaux qui vont indiquer que dans l'Union européenne, ce n'est plus possible d'avoir des traités entre les États membres de l'Union européenne qui prévoient l'arbitrage. Donc, c'est tout d'abord la très fameuse infamous, je vous dirais, en 2018, décision d'ACMEA qui va annoncer un petit peu la fin et deux autres décisions, donc Comstra et PL Holdings en 2021 vont venir confirmer que ça s'applique
pour la Charte de l'énergie, que ça s'applique dans tous les domaines. Et en même temps, l'Union européenne décrète la fin des accords, des traités bilatéraux d'investissement intra-Union européenne. Ça cause pas mal de problèmes parce que dans l'autre monde dont je vous parlais, dans l'autre ordre juridique arbitral, toutes ces objections-là sont soulevées devant les tribunaux arbitraux qui, eux, se considèrent non affectés par l'Union européenne et qui refusent systématiquement ces arguments. Donc là, on a vraiment deux factions qui sont opposées. Merci. Deux factions qui sont opposées et les tribunaux européens commencent à dire, écoutez, on ne peut plus avoir d'arbitrage entre les États membres de l'Union européenne. Ce n'est plus permis. Ça ne va pas dans le sens de nos pouvoirs sous le traité de Lisbonne, dans le sens de ce que toutes les institutions européennes ont décidé. Et en même temps, le monde de l'arbitrage de l'autre côté, vraiment, ne se sent pas du tout interpellé. Je vois ça, ces gens, refuse absolument d'entendre ça et rejette systématiquement toutes les demandes qui visent à faire rejeter l'arbitrage sur la base du fait qu'un accord entre les États membres de l'Union européenne ne peut plus prévoir l'arbitrage. Jusqu'à Green Power contre Spain. Et si vous voulez faire des études intéressantes, on a enfin une décision qui a dit que c'était possible d'accepter dans le monde arbitral ces arguments qui prévoient que l'arbitrage intra-européen ne peut plus se faire. La fin de mon contexte est ici. Je vais vous ramener aux tribunaux arbitraux. C'est que depuis l'année dernière, on observe, à cause de tous ces mouvements, ce chaos dans l'Union européenne, une sortie en masse de la charte, du traité de la Charte de l'énergie par les États membres de l'Union européenne. La France, l'Allemagne et, j'ai oublié le dernier pays, ont tous déposé leurs instruments et vont en sortir à la fin de l'année, cette année. Et donc, on reçoit habituellement toutes les semaines des nouvelles sur ce processus. Il y a eu toute une question de réforme du traité de la Charte de l'énergie et au moment où on pensait pouvoir adopter un nouveau traité qui prenait tout ça en compte, qui aidait à régler les problèmes, finalement, les États se sont mis à quitter le traité de la Charte de l'énergie en disant que ça ne peut plus fonctionner. Donc, on attend de voir ce qu'il y en a. J'ai encore beaucoup de diapos pour vous, mais je ne voudrais pas vous faire du mal. Le nouveau tribunal permanent des investissements de l'Union européenne, lui, prévoit que pour sa sélection et sa nomination des membres, il prévoit un code de conduite et il prévoit l'interdiction de la double casquette, comme je vous l'ai dit. Il a été très critiqué par des pratiques, par des universitaires, en disant que c'était une obligation trop onéreuse, une éthique impossible à atteindre, qui voulait tellement bien faire avec ce nouveau système que finalement, ça allait non seulement rien régler, mais être impossible à mettre en œuvre. Évidemment, dans le cas de la LCG, la question ne se pose toujours pas, puisque cette partie n'est pas entrée en vigueur. Alors, on attend que tous les États membres aient ratifié, ce qui n'est toujours pas terminé, pour voir si ce chapitre pourra entrer en vigueur. Ça, c'était avant que Twitter ne meure de sa belle mort, enfin presque. C'était l'Union européenne qui avait fait ce petit design-là du tribunal. Et malheureusement, là, on ne voit pas les couleurs, mais il y avait toutes sortes d'éléments canadiens adorables. Il y a l'avocat canadien qui plaide dans sa chemise à carreaux. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, on le voit ici, parce que je suis en noir et blanc devant moi, excusez-moi. Il y a 2-3 écureuils, un raton laveur. Et j'ai souvent demandé à mes étudiants si c'était fait par vraiment l'Union européenne qui fait diffuser ça en même temps comme outil marketing. Je l'ai utilisé dans l'ensemble de mes présentations pour le plus grand bonheur. Mais le diagramme explique quand même très, très bien les garanties procédurales données. Il y a maintenant un appel, il n'y a plus de conflit d'intérêt parce que les membres ou juges sont nommés. Il y a des protections très fortes pour permettre au gouvernement de réglementer, donc tout ce qu'on craignait un peu pour l'environnement et la santé, etc. Et surtout, on va faire de ce modèle-là une cour multilatérale des investissements. Ça, c'est l'autre diagramme, mais des détracteurs qui a des arbitres qui sont vraiment plus inquiétants. Je pense que je vous ai déjà assez exposé toutes les critiques contre les tribunaux d'arbitration parce que je voudrais juste vous dire un mot sur
ce que la Cour multilatérale des investissements proposée par l'Union européenne, finalement, risque d'amener ou non comme protection supplémentaire à l'indépendance et l'impartialité des arbitres. La conférence aujourd'hui était intitulée, je ne sais plus le titre de la conférence, mais c'était l'idée de savoir si ce serait une garantie, merci beaucoup Anne, si c'était l'illusion d'une garantie offerte par le tribunal multilatéral des investissements. Et c'est plutôt la même chose que ce qui est proposé par l'Union européenne à l'interne, de dire ce tribunal permanent des investissements, comme la Cour multilatérale des investissements proposée dans les travaux de la commission, est très onéreux, est très restrictif, est très difficile à mettre en place et a des obligations et des restrictions envers ses membres qui risquent de créer un système où ça va réduire le bassin. Donc, certes, là, il y aura probablement une excellente garantie pour l'indépendance et l'impartialité, mais les codes de conduite prévoient des obligations tellement dures. La restriction de la double casquette là, au niveau européen est clairement un problème. Tous les praticiens le disent et ne voient pas comment passer outre. L'Union européenne considère que c'est une excellente idée, par ailleurs. Mais il y a plusieurs personnes un peu suivantes qui ont dit c'est parfait, ça va laisser de la place pour les professeurs d'université à devenir juges. Il n'y aura plus personne d'autre qu'on pourra avoir dans les listes parce que ce sera tellement difficile de trouver quelqu'un qui n'est ni avocat ni arbitre parce qu'on ne peut pas faire uniquement de l'arbitrage, ça part certain, que ça risque de créer un problème. Et plutôt que de dire oui, ça va aider la diversité, donc on va avoir un plus grand nombre de femmes, un plus grand nombre de jugements qui proviennent de régions éloignées ou de régions différentes, parce qu'en ce moment, on sait, c'est tous concentré. C'est très occidentalisé ou ça provient beaucoup d'Amérique du Nord. Là, avec ce système-là, oui, c'est ça, mais c'est parce que l'expression… Tu dis parce que tu es une femme, peut-être que tu es égalisée. Oui, je sais c'est-à-dire pour deux raisons. Premièrement, je travaille avec un arbitre et qui a eu beaucoup de succès. C'est très masculin. C'est très difficile à placer comme monde. Et c'est parce qu'il y a des expressions très désagréables en anglais. Et je vous laisse le chercher parce que je ne veux pas le dire, qui désigne ces petits groupes d'arbitres qui sont d'un certain âge, qui sont des hommes et qui sont blancs. Et il y a un manque total de diversité, mais c'est en train de changer. Mesure, je ne suis pas ici pour vous parler de ça, mais je peux revenir vous en parler parce que c'est cher à mon cœur comme sujet. Et il y a bien des mesures qui sont mises en place pour essayer d'éclater ce groupe. Et là, je vais revenir à mon propos. L'Union européenne a dit qu'avec sa Cour multilatérale des investissements, ça allait aider la diversité. Cet argument est utilisé par les deux camps, bien franchement. Ceux qui sont contre ou pas convaincus disent ça va réduire le bassin, il n'y aura que les professeurs d'université, ce qui est très bon pour nous. Moi, je suis heureuse, je suis disponible. Mais les opposants ne disent pas vraiment parce que ce sera des membres nommés pour un très long terme avec un bassin tout de même fermé. Donc, à partir du moment où ces gens sont nommés, c'est fini. Il n'y a plus aucun roulement. Ce n'est pas comme en arbitrage où on nomme à chaque fois. Ou à chaque fois, il y a une possibilité de changer le décideur. Si vous n'êtes pas satisfait, et vous voulez avoir quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique, de plus engagé, qui provient d'une région qui représente les partis, bien là, c'est fini. Puis qui va les nommer? Et qui va être nommé? Est-ce que ça va être des diplomates? Est-ce que ça va être un petit peu comme les gens qu'on a retrouvés à l'OMC? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, évidemment, vous pouvez poser c'est un modèle qui était très calqué sur le mécanisme de règlement, l'organe de règlement des différends de l'OMC. J'aurais dû vous le dire. On voit tout de suite les similitudes et ça a été… ça a été peut-être un peu gênant pour l'Union européenne qui s'est dit qu'elle avait une excellente idée de mettre en œuvre et de proposer cette nouvelle cour multilatérale. Je pense que Vladimir vous m'en fait avec ça. Parce qu'au même moment, les États-Unis ont bloqué les nominations sur l'organe d'appel de l'OMC. Là, soudainement, l'organe d'appel de l'OMC, le beau modèle de l'OMC qui fonctionnait, était en crise et n'en fonctionnait plus et était bloqué. L'Union européenne venait dans son autre politique de dire, mais on va utiliser le modèle qui fonctionne le mieux, celui de l'OMC. Et puis là, on se met à dire que finalement, ça ne fonctionne pas, il n'y a plus de nomination.
Et l'OMC a vu la lumière, selon moi, l'a mis sur pied, grâce au Canada, entre autres, là, les efforts du Canada et de l'Union européenne, a mis sur pied un mécanisme temporaire d'arbitrage pour régler les problèmes de l'appel. Donc là, on fait le cercle au complet. Pour revenir dans le cercle, je vous dis, j'ai eu le professeur Lanoé dans mon cours la semaine dernière. Il nous a parlé du cercle vertueux de prévention et de règlement des différends internationaux. Puis on a discuté de savoir s'il était vertueux ou vicieux, ce cercle, mais en tout cas, dans le cas de l'OMC, c'est quand même tout à fait visible qu'on se retrouve avec un mécanisme d'arbitrage quand l'Union européenne vient de calquer l'organe des différends qui ne fonctionne plus pour une nouvelle proposition. Donc, c'est embêtant. Là, on en est à un stade des discussions. Je vais clore mon propos avec ça. On est à un stade des discussions devant la CNUTI, où ça fait 5 ans que les négociations durent. En 5 ans, ils ont dû annoncer au moins 3 ou 4 fois que le code de conduite pour les membres décisionnaires, c'était le Code of Conduct for Adjudicators, j'ai un peu de mal à vous traduire le terme, avait été conclu. Donc, à chaque fin de session, on disait on n'y était pas du tout. C'était des négociations où, article par article, on y arrivait. Il y avait beaucoup de difficultés. Il y a eu 4 versions du code avant que finalement, la dernière session à New York, là, il y a un mois, ils sont scindés en 2 codes. Et ils se rendent à l'évidence qu'on ne pouvait pas faire un code et pour les arbitres et pour les juges ou membres de cette future Cour multilatérale des investissements et qu'ils allaient juste faire 2 codes. Donc, ils ont fait un code de conduite pour les arbitres qui va être applicable dans les cas des arbitrages internationaux et un code de règles éthiques et déontologiques pour les juges de la Cour multilatérale des investissements. Et là, je me demande ce qu'il faut en tirer comme conclusion. L'Union européenne porte son projet de Cour multilatérale des investissements à bout de bras depuis 2007 et dit à qui veut bien l'entendre que c'est la solution pour le règlement des différends. Mais elle a perdu beaucoup peut-être de son énergie. En fait, elle continue avec sa position, ça c'est bien, mais elle a perdu beaucoup de l'enthousiasme initial qui avait été généré. C'est quasiment l'Union européenne à elle seule qui a réussi à faire partir le mouvement aux Nations unies devant la CNUTI pour parler de la réforme du RMIA, ce qui est énorme comme réussite. Mais depuis, et à chaque session, il y a de moins en moins d'États qui veulent s'aligner avec l'Union européenne, qui veulent cette Cour multilatérale des investissements et on se retrouve probablement avec une solution qui va être une solution à la carte où on pourra avoir un mécanisme de sélection et nomination des arbitres. Donc là, offrant un système d'arbitrage bonifié. Là. Je vous disais en début de conférence, on a un problème, on ne sait pas exactement où se situe. Si on avait des meilleures règles, peut-être que ça permettrait de répondre à tous nos problèmes pour l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Et aux surprises, là, on est vraiment dans la fragmentation très, très raffinée, en tout cas intensive. Après l'annonce, il y a un mois, les 2 codes de conduite qui vont être finalisés enfin. L'Association du barreau international nous dit, en début de semaine dernière, qu'elle-même va revoir ses lignes directrices de conflit d'intérêts. Donc, de combien d'instruments avons-nous réellement besoin pour guider le travail des arbitres? Et est-ce qu'on pourrait s'entendre sur quel est véritablement le problème? Donc, de toute évidence, on s'en va dans la bonne direction. Il y a des travaux de réforme. Je ne sais pas s'ils vont aboutir. On dit qu'ils doivent aboutir, les travaux de la CNUTI, dans 3 ans. C'est prolongé à chaque année. Je ne serais pas trop ambitieuse ou trop excitée de voir ces travaux aboutir. Ça a pris 5 ans avant qu'on ait 2 codes de conduite à être finalisés. Il reste la majorité des autres instruments à conclure. Est-ce qu'il y aura un mécanisme d'appel? Est-ce qu'il y aura un mécanisme de sélection de nomination? Et surtout, est-ce qu'il y aura cette fameuse Cour multilatérale des investissements? Et je pense, c'était ce que je proposais dans ma tête, c'est encore ce que je propose maintenant. Je pense qu'en adoptant simplement une réforme où on peut choisir à la carte différentes options sur le menu qui pourraient être combinées là, dans un traité où les États dont les États peuvent devenir partie, donc un opt-in mechanism, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un choix et de proposer un choix qui fonctionne. De suivre la proposition de l'Union européenne qui dit on va avoir un régime unilatéral, uniforme, cohérent. Déjà, elle n'est pas toujours cohérente à l'intérieur d'elle-même. J'espère que je vous l'ai démontré en discutant des différentes décisions. Là, les
Les européanistes de la salle comprendront que ça va encore plus loin que ça, le chaos règne parfois. Mais c'est vraiment de dire pour l'indépendance et l'impartialité des arbitres, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on a besoin de lignes directrices révisées, plus transparentes, plus strictes, qui permettent de réglementer le port de la double casquette, pas l'interdire, mais plutôt de dire, bon, pour 3 ans, on ne peut pas agir, ou dans certains cas spécifiques, on ne peut pas agir. Dans tous les cas et en toute éventualité, je pense qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus du projet de l'Union européenne et que ce n'est pas ce projet-là qui va permettre d'offrir une garantie complète pour l'indépendance et l'impartialité, finalement en ayant des juges sur le tribunal, mais qu'on va se retrouver avec un système bonifié. Les spécialistes connaissent peut-être l'expression le ISDS+. Il y avait toutes sortes de versions, ce qui était proposé par bien des participants aux réformes de la CNUTI, c'est-à-dire le système a besoin de réforme, mais on peut simplement l'améliorer sans le jeter à la poubelle et en créer un autre comme le fait l'Union européenne. Je vais vous laisser avec ça et les 1000 diapositives qui restent encore à mon PowerPoint. Je pourrais vous les faire circuler par le biais de Richard si elles vous intéressent. Elles sont disponibles. Et je vais proposer qu'on passe à une période de discussion. Ça fait bien longtemps que je parle. Et j'aimerais avoir l'avis de certains d'entre vous dans la salle. Merci.